Début de la lecture de Cliwick de Emily Carr. Premier chapitre, Ocloulette. Les dames missionnaires m'attendaient. Elles avaient envoyé un gigantesque Irlandais dans un tout petit canoë à la rencontre du vapeur. Tout paraissait grand et froid. Et étrange. À l'écolière de 15 ans que j'étais, il n'y avait pas âme qui vive sur le quai. L'Irlandais n'eut aucun mal à décider qui était celle qui l'attendait. Nous arrivions à marée basse, et pour atteindre le canoë, il fallait descendre une longue échelle, visqueuse, dont la seule vue me rendait malade. Mais l'énorme rire de l'homme et l'instabilité du canoë me firent encore plus peur que l'échelle. Au bout de ses grands bras, la pagaie fit bondir le canoë à travers les vagues. Nous arrivâmes à Toxis, nom indien de la mission. Celle-ci était située juste au-dessus de la marque laissée par l'eau à marée haute. À l'avant, elle donnait sur la mer. À l'arrière, elle donnait sur la forêt. C'était une maison en bois blanc, sans store, ni rideau. On aurait dit, comme nous approchions, qu'elle était bourrée de noir. Quand le canoë se fut échoué dans la boue, le gros Irlandais me ramassa dans ses bras et me déposa sur le seuil. Les missionnaires m'attendaient à la porte. Un fumet de poisson parvint à mes narines. On vivait de poisson à Ocloulette. Les deux missionnaires avaient une allure très digne. Mais des deux, c'était encore le missionnaire en chef qui l'était le plus. Elles avaient de longs nez que des lunettes chevauchaient, les lèvres minces, un regard benoît, et elles portaient des robes droites, foncées et boutonnées jusqu'au menton. Il n'y avait que 2 exemplaires de chaque chose dans la cuisine, de sorte que je dus m'asseoir sur une boîte, boire dans un bol et manger dans un moule à tarte en fer-blanc. Les patenôtres, des missionnaires agenouillés comme moi, m'arrachèrent brutalement à la contemplation du pain. Je revins au Notre Père, juste à temps pour dire le Amen. En nous relevant, nous vîmes que la maison était remplie d'Indiens. Ils étaient venus voir à quoi je ressemblais. Comme je me sentis jeune et démuni, alors devant tous ces Indiens, et les 2 missionnaires à l'air grave. Le chef, le vieux hippie, avait la réputation de lire sur les visages. Il se hissa sur l'armoire à pharmacie des missionnaires et s'y agrippa de ses poings bruns
coudes tendus, épaules voûtées. Ses souliers déformés pendaient mollement comme s'ils étaient vides et simplement suspendus à des ficelles. Il me fouilla profondément de son regard brillant. Puis il détourna les yeux et fixa la fenêtre. Il prononça plusieurs phrases laconiques en chinook, sauta de son perchoir et retourna à grande enjambée au village. J'avais presque peur de demander au missionnaire ce qu'il avait dit. Pas grand-chose, seulement que tu ne connais pas la peur, que tu n'es pas prétentieuse et que tu sais rire. Toxie s'étendait sur un long banc de sable. La petite plage de village indien faisait par contre une profonde entaille dans le rivage. À chacune de ses extrémités, des pics rocheux plongeaient dans la mer. Toxie et le village se trouvaient à 1 mille de distance. L'école était située entre les deux, et comme eux, semblait pincée entre la forêt et la mer. Le matériel scolaire se composait d'une carte du monde, d'un tableau noir. Derrière la porte, il y avait aussi un seau d'eau portable et une louche en fer blanc. La missionnaire en second arrivait à l'école la première et allumait le feu. À marée haute, elle devait prendre un sentier en bordure de la forêt. Il était parsemé de trous, là où la haute mer avait déterré les grosses racines des arbres. D'énormes souches déracinées l'obligeaient à faire des détours à travers les buissons des salas aux feuilles acérées et dans les marécages de choux à moufette. Une végétation luxuriante cachait le sol, et la missionnaire en second détestait y poser le pied. Elle était heureuse de sortir, enfin de la pénombre de la forêt, et d'apercevoir l'école en bois blanc. La missionnaire en chef n'avait pas de nerfs, et elle faisait de longues enjambées. Elle avançait dans le sentier en soufflant dans une corne de vache, d'où il émanait des sons stridents. Elle avait un souffle étonnant, mais malgré ce bruit assourdissant, elle n'arrivait pas à rassembler les enfants indiens auxquels nulle voix n'avait jamais parlé d'exactitude et d'obligation. Le missionnaire en chef était donc forcé de se rendre au village pour cueillir un à un ses élèves dans leur hutte. Mon premier matin à Ocloulette, aucun élève ne manquait car les visiteurs y sont rares. Après le Notre Père, les missionnaires entonnèrent un cantique en duo pendant que les enfants se contentaient de me dévisager de tous leurs yeux. Quand la missionnaire inscrivit ABC au tableau noir, les enfants se mirent à trottiner en direction du seau à boire. Le bruit métallique de la louche, retombant chaque fois dans le seau, scandait le tour de chacun. On entendait à chaque instant le grincement de la porte, s'ouvrant et se fermant. Il était en effet interdit de cracher par terre. Aussi les enfants allaient sur le balcon pour se faire. Ils n'avaient pas encore maîtrisé l'usage du mouchoir de poche, de sorte que pas une seconde ne s'écoulait entre leurs reniflements. La classe était bien amorcée. Je m'esquivai pour aller voir le village. Lorsqu'après la seconde normalement allouée pour cracher, je n'étais pas revenu, les enfants commencèrent à quitter leur pupitre pour se diriger vers le seau à boire, puis vers la marche d'où ils crachaient, à ma recherche. Une fois dehors, leurs pieds nus ne s'arrêtèrent de courir que lorsqu'ils m'eurent rejointe. C'était donc la lecture de la première partie de Ocloulette dans Kliwik.